Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo assez courte, petite vidéo intéressante sur l'évolution humaine, car on m'a envoyé, alors mes amis québécois m'ont envoyé un article extrêmement intéressant d'une recherche qui a été faite par un laboratoire australien, je crois, le laboratoire de l'université d'Adélaïde, et une recherche excellente qui confirme ce que je dis et qui en plus est une recherche qui reprend un peu ma méthode de pensée, donc une méthode qui est énergétique, qui étudie les flux énergétiques et qui permet de comprendre le développement humain par l'étude physique de ces flux énergétiques. Et alors, on doit cette recherche, cette découverte entre guillemets, qui est simplement une preuve de plus que l'intelligence humaine, le développement humain est lié bien sûr au développement du cerveau et comment s'est développé ce cerveau et de quelle façon on peut quantifier la vitesse de raisonnement et justement l'intelligence humaine qui n'est pas qu'en rapport avec la taille du cerveau mais qui est aussi en rapport avec le fonctionnement plus ou moins intense de ce cerveau. Et vous allez voir qu'il y a une découverte qui a été faite par le professeur Roger Seymour, et son élève, je crois, qui est Vania Bosiocit, donc il doit être des Balkans, je pense, qui ont fait une découverte très très intéressante et très logique dans leur façon de comprendre le fonctionnement du cerveau et surtout de voir en fonction des restes d'hommes fossiles si le cerveau fonctionnait rapidement ou pas. Parce qu'évidemment, on peut voir un développement dans l'étude des crânes découverts, des ossements. Donc on peut voir un développement de l'encéphale grâce au développement de cette squelette, de ce crâne qui va grossir, alors là c'est un crâne humain, mais il faut savoir que le cerveau s'est vraiment développé chez l'homme, mais il y a le développement du cerveau, mais il y a aussi la vitesse de fonctionnement du cerveau, et ces gens-là ont pu analyser ça d'une façon extrêmement simple en analysant le débit de sang qui allait irriguer le cerveau. Et plus il y a de débit de sang dans le cerveau, plus ce cerveau fonctionne vite et fonctionne bien et peut penser profondément, tout simplement. Donc, évidemment, ils ont fait cette étude et ils se sont aperçus d'une chose très intéressante que vous allez voir. Alors, comment ont-ils pu calculer le débit du cerveau à partir d'os? Alors là, c'est très très simple, je vais vous le montrer. C'est en étudiant le diamètre, et ça vient d'une idée toute simple, c'est de l'hydraulique pure et dure. C'est en étudiant tout simplement d'après les restes fossiles, qui peuvent dater selon les époques. On parle d'Australopithèque, après ils ont fait Habilis, Erectus, ils ont jusqu'aux hommes modernes, et ils ont étudié tout simplement les foramènes carotides, c'est-à-dire les trous par lesquels passe l'artère artère carotide qui irrigue une partie du cerveau, et ces trous sont à ce niveau-là, par là, alors c'est pas ceux-là, ça c'est un moulage un peu grossier, donc ils sont à peu près à cet endroit-là, et l'étude du diamètre de ces trous permet tout simplement de calculer le débit sanguin qu'il y a dans le cerveau. Et alors ils ont fait une découverte particulièrement intéressante, c'est que le débit sanguin augmente dans le cerveau beaucoup plus vite que le développement de l'encéphale, donc du cerveau lui-même. Ce qui veut dire que non seulement le cerveau croît en volume, donc croît en complexité, croît en nombre de cellules et en connexion au nombre de neurones, donc il se tapisse de neurones, la surface du cerveau se tapisse de neurones, elle se plisse pour pouvoir mettre un maximum de neurones, ce sont des lois physiques, elle occupe un maximum l'espace de cette surface du cerveau et des connexions synaptiques entre les neurones, permettant justement une pensée plus ou moins complexe, elle se complexifie de plus en plus. Mais, chose encore plus impressionnante, le développement du cerveau, croît, mais le débit d'irrigation du cerveau croît encore plus vite que le développement de l'encéphale. Ce qui veut dire que
non seulement le cerveau se développe en volume, mais en plus, il fonctionne de plus en plus et il devient de plus en plus énergivore. Il consomme de plus en plus de calories. Donc, il consomme de plus en plus de calories. Il a donc besoin d'être irrigué un maximum et de recevoir un maximum d'oxygène. Donc, les foramen qui se trouvent là, à cet endroit-là, qui viennent irriguer par les artères carotides le cerveau, se développent beaucoup plus vite et laissent passer un débit beaucoup plus important que prévu par rapport à la taille du cerveau. Donc en fin de compte, c'est que plus l'homme évolue, plus son cerveau se développe, mais aussi plus son cerveau se met à travailler. Il cogite de plus en plus. Et là-dessus, j'apporte ma petite touche pour comprendre ce développement du cerveau. Alors vous avez vu, c'est de l'hydraulique pure et dure qui permet de comprendre la vitesse de fonctionnement du cerveau et le fait que les hommes pensent de plus en plus. Alors pourquoi pensent-ils de plus en plus? Ils pensent de plus en plus parce qu'ils ont un moyen de penser qui devient utile, parce que penser, comme je l'explique tout le temps, en sensation, c'est beaucoup trop lourd et beaucoup trop lent, puisque penser, comme je dis tout le temps, penser lion, en pensant à l'allure du lion, l'odeur du lion, la couleur du lion, le bruit du lion, le toucher du lion, des fois non, c'est pas bon du tout, c'est trop lent, donc on va compresser les données en mots, ce qui permet de penser beaucoup plus vite. Et on peut être sûr que la pensée, la réflexion de l'homme, le libre arbitre, qui vient avec des notions de temps, comme je l'ai déjà expliqué, qui s'acquiert par la bipédie, la libération des mains. Donc je suis dans la savane, je pointe où je vais et je pointe d'où je viens, la flèche du temps, je viens, je vais, je viens, je mets un mot sur ces gestes, j'enlève les gestes, il me reste des notions de temps dans le langage, ce qui permet justement de concevoir le futur et de me remémorer le passé, permettant de consolider mes connexions synaptiques et surtout de communiquer plus facilement des actions futures avec mes camarades humains, humains primitifs bien sûr, ce qui me donne un avantage, plus cette compression de données, en mots, donc cette compression de, on va dire, de symboles, cette compression sensorielle, qui va être comprise juste en un mot, ce qui permet d'être beaucoup plus facile à utiliser rapidement. Donc quand on pense maman, on ne va pas penser maman entièrement, la maman on commence, et ensuite elle est stockée dans notre mémoire, mais le concept maman a déjà été stocké en mots, donc ce qui permet de parler en concept beaucoup plus rapidement que de parler en sensation totale, donc les sens, donc c'est beaucoup plus facile d'utiliser des mots. Donc on peut être sûr que à partir du moment où il y a des innovations dans le langage, le cerveau va se développer, il va y avoir une sélection des individus ayant le plus de neurones à un certain endroit, donc il va y avoir une sélection de mutations favorisant la prolifération neuronale dans les zones cognitives et dans les zones associées au langage, ce qui va faire qu'il va y avoir justement un développement en volume du cerveau, ou plutôt une sélection des individus ayant un plus gros cerveau, parce qu'il y aura eu auparavant on va dire, un progrès technique dans le langage. N'oubliez pas, l'outil vient avant la fonction, et c'est le progrès technique dans le langage qui entraîne une sélection des individus ayant un cerveau plus volumineux, donc ayant des mutations entraînant une prolifération neuronale. Donc on peut s'apercevoir que le fait d'avoir un langage de plus en plus complexe, donc un cerveau qui peut fonctionner en permanence, puisque penser rapidement est utile, penser lentement, ça ne sert pas à grand chose, puisqu'on doit, par la pensée, réagir au milieu, ce milieu vous apportant la calorie, mais pouvant aussi vous détruire. Donc une pensée rapide, en compression de données par les mots, avec la notion de langage, avec la notion de temps dans le langage qui permet de prévoir l'avenir, c'est beaucoup plus utile. Donc à ce moment-là, le cerveau peut se permettre de penser en permanence pour s'adapter en permanence au milieu dans lequel l'être possède ce cerveau est, mais le fait de penser en permanence rapidement, ce qui est très utile pour la survie, penser lentement est inutile, c'est pour ça que les animaux marchent ou en réflexe conditionné ou en acquisition de comportement, ou en acquis génétique de comportement. L'homme, lui, va, par le langage, avoir une éducation
et va pouvoir se créer un stock de données, il va pouvoir penser très rapidement, mais cette pensée rapide est énergivore, consomme énormément de calories, d'où sélection des individus ayant de plus larges foramen, hein, et ayant surtout, il ne va pas y avoir une sélection sur les foramen, mais il va y avoir peut-être une sélection sur les individus ayant un débit sanguin plus important, hein, pour nourrir ce cerveau. Et de toute façon, ça va en corrélation, puisque le cœur, le système cardiovasculaire, va s'adapter, hein, au corps qui se développe. C'est toujours une adaptation. Donc il va y avoir avec cette adaptation, ce développement du cerveau, une adaptation du corps et justement un développement de ce système cardiovasculaire avec justement une meilleure irrigation de ce cerveau, hein, plus rapide, plus intense, hein, et qui va bien sûr avec ce développement neuronal, hein, consécutif au langage, mais aussi on voit justement un développement important de ces foramen et d'un élargissement de ces artères carotides qui sont simplement les voies d'acheminement de l'oxygène permettant au cerveau, de l'oxygène et des micronutriments aussi, permettant au cerveau de penser rapidement et correctement, comme quoi tout est lié. Donc la simple étude de ces foramen carotides, hein, donc de ces ouvertures dans les carotides, permet de vérifier si l'homme pensait beaucoup ou pensait peu, car on s'est aperçu, justement, comment ça s'appelle, ces deux chercheurs d'Adélaïde, hein, se sont aperçus que le développement que le débit dans le sang, dans le cerveau, augmentait beaucoup plus rapidement que le développement lui-même du cerveau. Donc nous avions un cerveau qui augmentait en volume, mais qui aussi fonctionnait beaucoup plus que les cerveaux par exemple, de leurs ancêtres, ou même en comparaison des primates actuels, qui, en comparaison, ont un cerveau qui a besoin d'être moins irrigué que le cerveau humain, car il fonctionne plus lentement. Il fonctionne plus lentement tout simplement parce qu'ils n'ont pas le langage, et que le langage est énergivore, hein. Penser en mots permet de penser rapidement, mais consomme beaucoup d'énergie. Donc merci à Vania Bosiocic, hein, ou Bosiocic, je ne sais pas, Bosiocic, et Roger Seymour de l'université d'Adélaïde pour leur recherche très logique. Alors un autre petit truc, hein, comme j'explique toujours, hein, aux chercheurs qui me suivent, si vous voulez savoir si vous avez affaire à un bipède ou un quadrupède, il n'y a qu'à étudier les apophyses mastoïdes, hein, sur lesquels viennent le sternocléidomastoïdien, celui qui permet de tourner la tête dans tous les sens. Les singes, eux, ont la tête en avant, donc ils auront surtout les muscles retenant la tête, parce qu'ils sont quadrupèdes ou plus rarement bipèdes, donc ils marcheront la tête en avant, donc ils ont de gros muscles derrière qui retiennent la tête, qui empêchent de tomber, alors que les humains ont une tête posée en équilibre, hein, comme ça, hein, vous voyez, sur le rachis, et les mouvements de la tête sont en fin de compte des mouvements de rotation, hein, et de maintien d'équilibre, et pas des mouvements avec de puissants muscles qui empêchent la tête de basculer en avant, puisque la tête humaine est posée sur un axe, c'est un périscope qui tourne, et ce qui fait tourner la tête dans tous les sens, c'est les sterno... Non, ça c'est là. Voilà, vous les voyez, les sternocléidomastoïdiens, ces muscles qui s'attachent ici, qui viennent ici, vous voyez, on les voit chez moi un peu là, hein. C'est ça, un muscle typiquement humain, c'est-à-dire que les autres primates l'ont, mais chez l'homme il est particulièrement développé parce que l'homme debout fait des rotations de tête pour voir où il va, d'où il vient, et pour communiquer bipède, alors que le singe, hein, ils sont quadrupèdes, et eux tournent un peu la tête, mais c'est surtout les muscles de la nuque qui sont développés. Donc si vous voulez, vous, chercheurs, paléontologues, anthropologues, hein, étudier des restes fossiles, sachez que vous avez affaire à un bipède à partir du moment où vous avez des apophyses mastoïdes développées, tout simplement, hein. Et avec l'homme, elles se développent de façon importante puisqu'elles sont consécutives à la tirée de ce muscle sur cet os
qui va se développer en fonction des contraintes. Donc il va attacher un muscle puissant permettant au cours de la vie, au cours des journées de vie, de tourner la tête dans tous les sens pour observer l'environnement et pour communiquer. Voilà, vous voyez comme quoi l'étude de la physique, l'étude du squelette permet de comprendre la vie des hommes et surtout leurs pensées. Ces petits trous qu'il y avait dans le squelette permettent de concevoir l'homme et de savoir s'il pensait beaucoup ou s'il pensait peu. Et qu'on s'aperçoit que très vite, l'homme avec même un cerveau plus petit avait un cerveau plus petit qui fonctionnait beaucoup plus car il pensait plus et il pensait plus parce qu'il avait des moyens de penser rapidement qui étaient les progrès techniques du langage. Et le langage a sélectionné les individus, donc les progrès techniques, donc compression de données en mots, ensuite avant notion de temps dans le langage, ensuite verbe, et plein de données. Plus le langage se complexifie, plus le cerveau se développe et peut penser rapidement, et plus le débit artériel dans le cerveau est important. Débit artériel dans le cerveau correspond à pensée rapide et intelligence. Voilà, c'était Fred Delavier, vous voyez comme quoi tout est lié, c'est magnifique, le monde est beau. Et maintenant, j'espère que cette petite vidéo, vous en sortirez un peu plus érudit. Voilà, on remercie encore Roger Seymour et Vania Bosiocik. À bientôt.